Bonjour à tous, ici Paul-Elena Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et aujourd'hui, on va vous parler de capture des âmes. Mais avant de continuer, je voulais vous annoncer qu'on organise une visite guidée conférence le dimanche 1er décembre 2024 de 13h à 18h. Et le point de rendez-vous, ça sera à l'entrée de la station RER Port-Royal. Et cette station est sur la ligne B et elle est située boulevard de Port-Royal. Donc c'est pas difficile de la trouver puisque c'est une station qui est comme une petite maison, comme une petite maison en fait, style début du XXe siècle, et il n'y a qu'une seule sortie. Donc c'est très pratique. Et donc le point de rendez-vous est à 13h. Pour ceux qui ne prennent pas le RER, vous pouvez y accéder par le métro ligne 4 et ligne 6. Donc, c'est la station Raspail pour les deux lignes de métro et c'est à 3 minutes de marche. Et le thème de cette conférence, ça sera sur le secret des ovnis. Et c'est un thème qui n'est pas du tout classique. C'est très intéressant. Vous verrez, il y aura des nouvelles informations. Pour continuer, le samedi 7 décembre, on organise une conférence en présentiel au Café d'Orléans de midi à 18h. Et le thème de cette conférence, c'est sur les grands mystères de la Terre. Et le Café d'Orléans est situé au 43 avenue du Général Leclerc, Paris 14e, métro Mouton du Vernet, ligne 4. Absolument. Donc, si ça vous intéresse, venez nombreux, car en présentiel, c'est encore mieux d'échanger et vraiment, ça sera un plaisir de vous voir. Ensuite, Paul Ponceau organise un webinaire le samedi 14 décembre de 18h à 22h. Le thème de ce webinaire, ce sera sur la Grande Tartaria ou l'Atlantide. C'est vraiment passionnant. Tous ces thèmes, c'est vraiment passionnant. Vraiment, si cela vous intéresse, vous allez en dessous de ce podcast, vous trouverez tous les liens pour vous inscrire. Et le webinaire est en direct. Donc, n'hésitez pas à préparer des questions parce qu'il y a vraiment du temps pour les questions-réponses et prévoyez 1 heure de plus parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et Paul Ponceau va très très loin avec des nouvelles informations à chaque fois. C'est vraiment un plaisir de l'écouter. Et moi, vraiment, j'aime beaucoup à chaque fois. Ça me fait vraiment plaisir. Et pourtant, tu connais l'information. Oui, j'essaye. Et ensuite, donc on a tout. Ah, je voulais vous annoncer également qu'on a beaucoup de webinaires. Il suffit d'aller sur la librairiedubonheur.com et là, vous trouverez énormément de webinaires avec des thèmes différents. C'est vraiment très intéressant. Vraiment, jetez-y un coup d'œil. Il y a beaucoup d'informations super intéressantes. Et si vous souhaitez commander des anciens webinaires, donc depuis janvier 2024, il y a une dizaine de webinaires maintenant, 11 webinaires. 11. Donc, vous n'hésitez pas à les commander et moi, je vous envoie l'enregistrement sous 24 heures par WeTransfer. Absolument. Donc, ça, c'est très important pour qu'on puisse continuer notre travail et notre passion. Donc, aujourd'hui, Paul, tu vas nous parler des âmes et de la capture des âmes. Comment cela se passe? Qu'est-ce que c'est déjà une âme et comment elle peut être capturée par les entités sans âme? Alors déjà, avant de commencer, je voulais très clairement dire que le thème peut paraître anxiogène, mais les solutions, et je vais les dire une fois au début, une fois à la fin, sont vraiment en nous. Elles passent par la prise de conscience, donc l'information, et c'est ce qui explique que je fais ces podcasts, ces webinaires, que j'écris des livres, parce qu'il y en a un qui va du reste de me sortir
très prochainement. Ça explique le travail de personnes comme Margaret, Jerry Marzinski, etc. Parce que l'information, c'est extrêmement important, parce que toutes ces entités attaquent par le subconscient, et à partir du moment où on est informé, à partir du moment où c'est mis en lumière, on réduit un grand pourcentage de leur attaque, puisqu'elles attaquent par le subconscient et elles cherchent à rester cachées, elles cherchent à manipuler ou à désinformer, d'où l'importance de l'information. Après, bien évidemment, libre à chacun de prendre ou de laisser l'information. Deuxièmement, une fois qu'on est informé, on est des êtres créateurs. Et ça, c'est très important à comprendre. Donc, la clé, c'est de créer individuellement et collectivement une réalité qui vibre au-delà de ces entités. Donc, ça passe par déjà faire un travail sur soi pour se connaître soi-même, savoir ce qui vient de nous et ce qui vient des entités parce qu'elles interfèrent avec nos pensées. Et ça passe ensuite par se créer son propre bonheur dans le quotidien, par des choses simples. Ça peut être même boire un thé, manger un gâteau, prendre un café avec un ami, faire une promenade en forêt et transmettre ce bonheur à un maximum de personnes pour qu'individuellement et collectivement, on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités non humaines. Parce que comme on a une connexion divine, on peut élever notre vibration, notre fréquence à l'infini, mais les entités sans âme qui n'ont pas de connexion divine ne peuvent pas élever leur fréquence au-delà d'un certain seuil. Donc, ce qu'il faut, c'est créer une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme pour que progressivement, elles ne puissent plus interagir avec nous, pour qu'elles ne puissent plus interférer avec nous. Donc, la solution, il y en a 8 milliards, c'est vraiment faire un travail sur soi et se créer son propre bonheur. Et il y a 8 milliards de façons de se créer son propre bonheur, si bien évidemment, il y a 8 milliards de personnes sur Terre. Et les chiffres de la population mondiale, pour moi, sont complètement bidons. Je voulais ajouter quelque chose, c'est en fait le travail sur soi, ça paraît compliqué, mais ce n'est pas compliqué. Ça peut être les choses les plus simples. Mais en faisant les choses les plus simples, il faut devenir conscient de les faire et aimer les faire. Donc, si on aime bien promener, faire une promenade, on va prendre conscience de la promenade. Si on aime bien lire, on va essayer de prendre confiance de la lecture. Si on aime beaucoup les chats, on va prendre de la conscience de cet amour envers les chats. Et tout cela, ça paraît bateau, mais ce n'est pas bateau, ça nous rend heureux. Donc, il y a énormément de solutions, comme dit Paul. Il y a vraiment des solutions et chacun a sa propre méthode, sa propre solution. Exactement. Il n'y a pas de solution toute faite et pas de solution miracle. C'est chacun sa propre solution. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui. Et qui est très intéressant. C'est très intéressant. L'âme, déjà, c'est notre étincelle divine. Et contrairement à ce qu'enseignent les religions, l'âme n'est pas immortelle. L'âme peut être littéralement phagocytée. L'âme peut être même utilisée, exploitée par les entités. Donc l'âme peut être vraiment phagocytée. L'âme n'est pas immortelle, contrairement à ce que disent beaucoup de religions. Après, est-ce qu'elle est phagocytée ou emprisonnée? Ça, c'est encore un débat, mais en tout cas, il y a une forme d'emprisonnement minimum et de phagocytage de l'âme. Quoi qu'il en soit, l'âme est exploitée, consommée par des entités non humaines pour générer du louche. Et ça, c'est quelque chose dont on va parler, mais en premier lieu, je voulais dire que cette réalité, c'est une fausse création qui fonctionne comme une simulation. Et la simulation, elle existe dans cette réalité physique, mais aussi dans l'au-delà. Et ça fonctionne vraiment comme une simulation. Donc ça par exemple, les particules élémentaires
les constantes universelles sont les paramètres de la simulation du programme, les limites de la simulation. Et les entités sans âme sont les programmeurs de la simulation. Les entités sans âme n'ont pas d'âme parce qu'elles ont consenti à couper leur connexion divine au début de la mise en place de la fausse création. Ce sont des entités qu'on peut appeler des djinns, des démons ou des archontes. Donc, ces entités nous maintiennent prisonniers dans cette fausse création. Elles nous ont leurrés à consentir à la fausse création et elles utilisent le temps, parmi d'autres choses, pour nous manipuler. Le temps est issu de la technologie de ces entités sans âme. C'est pour cela que le temps tel qu'on connaît, c'est quelque chose qui n'existe pas. Est-ce que ça serait le but de le phagocytage de notre âme? Est-ce que ça serait le but des entités sans âme, le phagocytage de nos âmes? Alors, c'est un but sans être un but. Il y a le phagocytage de l'âme, mais il y a d'autres buts qui nous échappent. Mais clairement, on a affaire à de la prédation d'âme. Ça, c'est une évidence. Est-ce qu'il y aurait d'autres types d'entités ou d'autres choses au-delà des entités qui veulent, elles aussi, prendre de leur part du gâteau? Alors, il y a différentes factions d'entités qui travaillent tous, qui collaborent entre elles pour justement prendre le gâteau. Et le gâteau, c'est nos émotions, nos corps, c'est tout ce qui est vivant, c'est tout ce qui est organique. Elles mangent de ça, elles consomment de ça, littéralement. Et la cerise sur le gâteau, c'est l'âme. Et toutes ces factions d'entités vont collaborer entre elles et aussi se battre entre elles pour avoir la plus grande part du gâteau et la cerise sur le gâteau. Et la cerise sur le gâteau, c'est l'âme humaine. Pourquoi? Parce que l'âme humaine, c'est une source d'énergie, c'est une source de louche et c'est exploité par ces entités. Donc ces entités ont mis en place le temps qui est issu de leur technologie, et en fait, le temps n'est pas linéaire, tout est simultané. Le passé, le présent et le futur sont complètement simultanés. Donc, quand les gens se réincarnent, la réincarnation n'est pas linéaire et ce n'est pas une évolution. La réincarnation, c'est une dévolution. Ça n'a rien à voir avec l'évolution. C'est une dévolution. C'est pour nous maintenir prisonniers de cette matrice, puisque les entités contrôlent le monde des vivants et ce qu'on appelle l'au-delà et les cycles d'incarnation, réincarnation, et elles contrôlent aussi le temps et les timelines et les dimensions de toute cette fausse création. Donc quand une personne meurt, la plupart des gens qui meurent sont interceptés par les entités sans âme. Comment elles interceptent les gens? Elles se font passer pour des êtres de lumière, elles se font passer pour des proches décédés. Donc, pour en savoir plus, je vous conseille vivement le travail de Mark-Gray, le travail de Wayne Bush et de Loda Leon. C'est vraiment 3 personnes qui ont fait un énorme travail sur ces entités non humaines et sur comment elles manipulent l'au-delà. Donc, quand les gens pensent rentrer dans la lumière, quand ils vont dans l'au-delà, ils rentrent en fait dans la dimension de la fausse lumière contrôlée par les entités sans âme. Et les entités sans âme vont se faire passer ou pour des êtres de lumière, ou alors elles vont se faire passer pour des proches décédés, ou bien elles peuvent se faire passer pour des figures religieuses. Et dans certains cas, et je résume, elles prennent l'âme du décédé et la poussent via des technologies à se réincarner ou dans le futur, ou dans le présent, ou dans le passé, puisque les vies sont simultanées. Donc quelqu'un qui meurt par exemple en 2024 peut très bien se réincarner en 2124 ou 2000 ans dans le passé, ou bien
à l'année de sa naissance, de la première incarnation. Ça, elle joue avec ça, puisque ce sont des vies simultanées. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Le second cas de figure, c'est que l'âme va être emprisonnée ou phagocytée, parce que tout laisse à penser qu'il y a un phagocytage de certaines âmes. L'âme va être amenée par les entités et va être exploitée, utilisée, emprisonnée pour générer un maximum de louches, et elle va être ensuite phagocytée par ces entités. C'est ce que décrit par exemple Eben Alexander. À un moment donné, il décrit qu'il est comme un espèce de ver et tout ça, et je pense que c'était le début du processus de phagocytage, et qu'ensuite, il a réussi à prendre conscience pour s'en sortir. Et des témoins de NDE, donc notamment cités par Wayne Bush et tout ça, parlent de ce phagocytage de l'âme. Il y a vraiment un processus de phagocytage dans certains cas. Et tout laisse à penser que c'est quelque chose qui est aléatoire. Les entités vont utiliser un espèce de tirage au sort pour ou réincarner une personne, ou pour phagocyter une personne. C'est un jeu, un tirage au sort. Et il y a des jeux aussi pour le consentement, pour les chemins de vie, pour les cycles d'incarnation et réincarnation. Et c'est pour ça que les âmes, quand une personne se réincarne, la personne est souvent au centre d'un combat entre les différentes âmes, ou d'un jeu plus exactement entre les différentes entités sans âme, pour détruire la personne, ou pour, au contraire, élever la personne. Mais ça fait partie du jeu, c'est une exploitation. Moi, Par j'avais exemple, une une personne qui a, par exemple, qui a un destin en or, et puis que d'un coup, tout bascule, ça peut être des factions d'entités qui jouent. Au début, avant qu'il y ait le point de bascule, c'était les entités qui avaient parié sur un chemin de vie positif qui gagnaient. Puis ensuite, l'autre étape, c'est les entités qui parient sur un chemin de vie négatif qui gagnent. Et les Grecs avaient bien compris que l'humain était un pion des dieux. L'exemple le plus typique, c'est Ulysse, qui était un pion à la fois de Athéna et de Poséidon. Athéna qui pariait sur un destin favorable à Ulysse, Poséidon qui pariait sur un destin défavorable à Ulysse. Mais ça reste des dieux qui exploitaient Ulysse, et des faux dieux. Et en fait, Athéna pourrait représenter la fausse lumière, et Poséidon pouvait représenter l'obscurité. Mais les deux dieux, ou faux dieux, ce qui étaient des entités, cherchaient chacune à avoir sa part du gâteau. Elle jouait littéralement un jeu pervers avec le personnage d'Ulysse. Donc ça, c'est important à comprendre. Moi, j'avais une question. Moi, je me demande, est-ce que le CMI a quelque chose à voir, ou elle peut avoir affaire à cette prise d'âme, oui, à cet enfermement des âmes, faire des travaux autour de ça. Le CMI travaille sur l'âme. Le complexe militaro-industriel travaille sur l'âme. Ça a été très clairement expliqué par Stuart Sverdlow, donc un survivant du programme Montauk, et aussi par le chercheur américain Walter Vetch, qui explique même comment les âmes sont utilisées par le CMI avec des technologies non humaines, puisqu'il y a une collaboration entre CMI et divers types d'entités non humaines. Donc absolument. Donc pour en venir à ça, il y a des âmes aussi qui, entre deux incarnations, sont prises par les entités non humaines, qui ne sont pas phagocytées, mais qui sont utilisées par les entités non humaines pour phagocyter, pour vampiriser des vivants. Et ça a été découvert par déjà des chercheurs comme Wayne Bush et tout ça parlent de ces concepts, si ma mémoire est bonne, mais c'est des hypnothérapeutes comme Nathalie Knepper qui ont découvert ce concept. Et en gros, ces hypnothérapeutes qui sont de grande qualité, ça on ne peut pas le nier, qui ont compris énormément de choses en tout cas, elles parlent d'entités
qui prennent des personnes décédées et les utilisent pour faire leurs basses œuvres, pour faire leur sombre besogne. Donc ça peut se manifester de plusieurs manières. Elles peuvent prendre une âme de décédé pour ensuite l'utiliser pour prendre l'apparence d'une des incarnations de l'âme de décédé. Donc par exemple, si une entité sans âme prend l'âme décédée, par exemple, de ma grand-mère ou de mon grand-père, elle pourrait prendre l'information de cette âme décédée pour apparaître comme ma grand-mère ou mon grand-père, et ensuite me manipuler en me faisant croire qu'il s'agit de mon grand-mère, de ma grand-mère ou de mon grand-père. Et comme ces entités ont accès à toutes les informations, elles vont vraiment mimer littéralement. Par la technologie, c'est par leur technologie. Elles vont mimer en fait une personne décédée. Ou bien ces entités peuvent, et ça arrive aussi, utiliser directement l'âme décédée par des technologies et utiliser cette âme décédée pour faire leur basse œuvre. Et ça, c'est ce qu'on dit beaucoup aux hypnothérapeutes. Mais ça, de toute façon, dans les deux cas de figure, elles utilisent des âmes de décédés pour manipuler. J'ai une question très importante. Est-ce que les entités sans âme peuvent utiliser les âmes dans des corps humains? Alors, j'ai parlé à une personne qui a fait un énorme travail, essentiellement d'anthropologie, et qui a étudié divers types de magie, notamment le vaudou et tout ça, et qui a expliqué qu'il y a des techniques vaudou où des âmes de décédés sont utilisées pour animer des corps récemment décédés, d'où le phénomène de zombies et tout ça. Et ça, c'est très clair dans les traditions vaudou. Et le vaudou, c'est le satanisme. Il faut dire les choses très clairement. Et ça explique le concept de zombie. Après, il y a une autre personne qui fait du désenvoûtement, une personne qui est spécialisée dans justement le retrait de magie noire et tout ça, et qui a expliqué que des satanistes peuvent utiliser des âmes de personnes décédées pour ranimer un corps fraîchement décédé. Donc tout ça, c'est le concept de zombie. Et ça c'est quelque chose qui va très loin, et c'est confirmé par Walter Veitch, qui explique qu'il y a des technologies où des âmes peuvent être implantées dans un corps récemment décédé et utiliser le corps décédé. Et ça, c'est purement de la technologie. Donc oui, absolument. Et je pense que l'origine du mot zombie vient là. Et ça va même plus loin que ça. Il y a des entités non humaines qui peuvent s'inclure dans la réalité et faire bouger un objet, par exemple. D'où le phénomène de poupée hantée et tout. Un exemple typique, c'est la poupée Annabelle, qui a réellement existé, et même si l'histoire de la poupée Annabelle, c'est pas du tout la même que dans les films Warren, c'est une poupée qui a apporté énormément de malheur aux personnes qui ont touché, aux personnes qui ont interagi avec cette poupée. C'est pareil pour la poupée Robert et tout ça. Donc, il y a pas mal de sites internet qui parlent de ça, de chaînes YouTube qui parlent de ça, donc je vais pas y revenir dessus. Mais les objets hantés, ça s'explique par le fait que les entités sans âme peuvent s'inclure dans la réalité, mais elles peuvent aussi utiliser une âme de décédé pour interagir et animer un objet hanté. Et ça c'est clair que des décédés
sont exploitées pour détruire des vivants. Et ça c'est un truc de fou. Donc, quand un médium est en contact avec des personnes décédées, certains décédés sont des entités sans âme qui ont pris une âme de décédé, qui ont pris l'information de cette âme de décédé, parce que l'âme, finalement, c'est de l'information, ça stocke l'information, et ont utilisé cette information pour avoir toutes les manières du décédé, les mêmes expressions que le décédé, le même aspect que le décédé, et beaucoup de médiums sont exploités directement par les entités sans âme. D'autres médiums sont exploités par des entités décédées qui sont interférées par des entités sans âme, qui sont prises par des entités sans âme. Donc le médium est en contact avec un décédé, mais en fait le décédé est contrôlé par les entités sans âme. Donc ça crée des interférences terribles, ça crée du vampirisme terrible aussi. Et il y a des médiums qui sont en contact avec des décédés authentiques, mais c'est beaucoup plus rare. Et dans ces cas, là, le décédé ne va pas donner d'informations spirituelles nouvelles. Il va rester manipulé par son système de croyances et diverses choses comme ça. Donc, on en vient à la question des âmes errantes. Beaucoup de passeurs d'âmes se font prendre par des âmes errantes. Ils se font posséder par des âmes errantes. Pourquoi? Parce qu'il y a des âmes errantes qui ne sont pas des âmes errantes, mais qui sont des entités non humaines. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. Le passeur d'âme va penser faire passer de l'autre côté l'âme errante, alors qu'en réalité, il interagit avec une entité qui va tout faire pour le posséder, le vampiriser, détruire sa santé physique, psychique et le détruire complètement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de médiums et de passeurs d'âme qui terminent gravement malades parce qu'ils se font vampiriser par ces entités non humaines. Après, il y a des cas où les passeurs d'âme ont affaire à des décédés, mais les décédés sont des âmes qui sont exploitées par une ou plusieurs entités sans âme, et ça se fait par de la technologie. Donc là, c'est pareil, le décédé interféré va se fixer sur le passeur d'âme, et les résultats sont à peu près les mêmes que si le passeur d'âme fixait une entité. Après, il y a des passeurs d'âme qui font le distinguo et qui arrivent à distinguer entre entités, décédées interférées par des entités, et véritables âmes errantes. Après, le passeur d'âme peut faire passer une âme errante dans la lumière. Moi, j'ai une question qui m'intéresse, c'est autant que vivant, est-ce que ça s'appelle, le phagocytage des entités sans âme s'appelle la possession ou bien est-ce que les entités sans âme peuvent prendre nos âmes et ensuite être des coquilles vides et continuer comme si rien n'était? On va y revenir, mais quand une personne est possédée totalement, la personne a son âme qui est phagocytée, ou en tout cas l'âme sur cette timeline qui est phagocytée. La possession, ça peut se faire par des rituels sataniques ou en échange d'un semblant de pouvoir. Des personnes vont faire des rituels absolument abjects et vont être possédées par des entités non humaines. Ils vendent littéralement leur âme au diable. Et ça c'est irrémédiable. Les gens qui ont fait ça, c'est irrémédiable. Et leur âme est mangée littéralement par ces entités non humaines, ou en tout cas prise et vidée par ces entités non humaines. Donc ces gens-là sont des coquilles vides manipulées par des entités non humaines. D'autres personnes peuvent être leurrées par des entités non humaines à consentir à être possédées. Et les entités non humaines peuvent le faire en phagocytant une âme de décédé, par exemple le grand-père, la grand-mère, le père ou la mère de la personne ciblée par les entités. Les entités vont prendre l'information pour modifier leur apparence et
prendre l'aspect de la grand-mère décédée, par exemple. La personne va consentir, va penser être en contact avec un décédé, avec sa grand-mère décédée, alors que c'est une entité sans âme. Et progressivement, l'entité va prendre le dessus sur la personne jusqu'à phagocyter son âme. Ou bien ça peut être fait via des décédés. Et le principe est le même. Les décédés n'est pas phagocyté, mais est utilisé par l'entité pour leurrer la personne à consentir. J'ai une autre question. Est-ce qu'on peut être phagocyté par les pensées intrusives ou par les pensées qui nous paraissent les nôtres et qui ne sont pas les nôtres? Je ne me suis pas vraiment posé la question, mais je pense que oui, parce que les entités peuvent imiter tellement imiter nos pensées qu'elles peuvent se faire passer pour nos pensées et d'une manière ou d'une autre nous leurrer progressivement à consentir à être possédés. Je pense que le cas existe, mais c'est rare. Mais je pense que le cas existe absolument. Par contre, moi je pense que c'est surtout dans les rêves, par des contrats d'âme passés en rêve, que les entités sans âme peuvent phagocyter, posséder totalement une personne. Mais absolument, je pense que ça existe aussi par les pensées intrusives, puisqu'elles imitent nos pensées. Donc, moi, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de consentement, mais elles peuvent mettre une pensée intrusive, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Par ce biais-là, je pense que c'est possible. par ce biais-là qu'elles peuvent finir par posséder, par phagocyter l'âme d'une personne, ou elles peuvent attaquer de plusieurs méthodes. Les pensées intrusives peuvent... Moi, ce que je pense, c'est que voilà comment ça se passe. Une entité sans âme peut attaquer une personne en se faisant passer pour un proche disparu. Donc elle prend la forme du proche du proche disparu et elle contacte télépathiquement ou physiquement la personne qu'elle cible. Donc la personne qu'elle cible va penser avoir affaire à un proche disparu, donc il va y consentir. Pour renforcer le consentement, les entités sans âme vont interférer avec les pensées de la personne et lui mettre des pensées qui renforcent ce consentement, et progressivement, la personne va être de plus en plus interférée jusqu'à être possédée totalement. Il me semble complètement logique. Je pense que ça se fait de plusieurs. Je pense que ça se fait par étapes. Et du reste, on en avait parlé avec Jerry Marzinski, et c'est ce qu'il explique, que les pensées intrusives, ça fait les choses par étapes. Ça détruit la personne étape par étape. Donc, pour moi, ça fait sens. Ou bien la personne peut être interférée d'une autre manière dans les rêves, par les contrats d'âme aussi, passés en rêve, et par les pensées intrusives. Les entités vont interférer avec l'esprit de la personne qu'elle cible pour que la personne ne cherche même pas à comprendre qu'elle est en train d'être interférée. Donc, moi je pense que oui, les pensées intrusives peuvent aboutir à la possession totale, voire au phagocytage de l'âme, mais que c'est par étapes. Donc, heureusement que si on peut en prendre conscience, heureusement. Je pense que d'où l'importance de cette information. D'où l'importance de se connaître, de savoir, de savoir ce qui vient de nous et ce qui vient de l'extérieur. Et d'où l'importance de connaître même le thème des pensées intrusives, d'où l'importance du travail de Jerry Marzinski et de Lynn Monette. Et les entités aussi non humaines peuvent utiliser des âmes et se présenter lors de séances de spiritisme, par exemple. Et certains objets, comme la table de Ouija, par exemple, peuvent servir de porte d'entrée à des entités. Donc la table de Ouija, ça paraît anodin. Moi-même, j'ai fait des séances de Ouija, ça paraît anodin, mais depuis que j'ai découvert le travail de Jerry Marzinski, et même avant, mais surtout depuis
que j'ai découvert le travail de Jerry Marcinski, il m'a expliqué que c'est une des grandes portes pour se faire interférer et posséder par ces entités non humaines. Pourquoi? Parce que au niveau de la table de Ouija, les entités non humaines vont se faire passer pour des décédés. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont prendre une âme de décédé, prendre l'information de cette âme pour modifier leur apparence. Et pour moi, l'âme du décédé peut être phagocytée dans ces cas-là, dans certains cas, ou bien elles prennent l'information tout simplement. Elles vont ensuite se présenter et utiliser des expressions de la personne décédée pour leurrer les personnes qui font la séance, et progressivement, les personnes vont être possédées de plus en plus par les entités, surtout si elles s'accrochent à ça et si elles font ça comme si c'était un jeu. Est-ce qu'il y a un moyen de déclenchement de la part des personnes qui fait tilter, qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien et qui n'est pas normal? Très souvent, il peut y avoir des bugs. Il peut y avoir quelque chose qui ne tourne pas rond, un petit truc qui ne va pas. C'est comme quand l'intelligence artificielle, par exemple, imite un humain, on sent qu'il y a quelque chose, même les photos générées par intelligence artificielle, aussi parfaites qu'elles soient, il y a toujours un petit bug. Oui. Et là, avec les entités, c'est pareil. Il y a toujours un petit bug qu'elles laissent peut-être exprès du reste à cause de la notion de consentement. Mais malheureusement, 99% des gens vont passer à côté parce que les imitations sont très très bien faites. Et le travail. Oui, je pense qu'on n'est pas assez à l'écoute de toutes les impressions à ces moments-là. Oui, finalement. Oui. Et n'est pas assez attentif. Et lors d'abduction, les entités vont aussi imiter des décédés. Mais restons-en Ouija, elles vont utiliser les mêmes expressions et tout ça. Si elles veulent vraiment une âme, là, elles passent à la vitesse supérieure, elles prennent une âme de décédé qu'elles ne phagocytent pas, mais elles emprisonnent cette âme en quelque sorte et exploitent l'âme de décédé pour manipuler une personne qui fait de la Ouija. Et là, la manipulation est encore beaucoup plus forte parce que c'est vraiment le décédé qui est là, mais le décédé est totalement interféré par les entités non humaines. Et la table de Ouija, et du reste, je ne connaissais pas le danger, encore une fois, je le dis, jusqu'à ce que vraiment on en parle avec Jerry Marcinski, c'est vraiment un portail, ça ouvre des portes dimensionnelles. Et pour moi, c'est un objet qui a été chargé lors de sa création. Est-ce que ça pourrait faire comme le plasma, le même fil conducteur ou un fil conducteur? C'est un fil conducteur, absolument. C'est un fil conducteur. C'est un portail qui ouvre la voie à la possession par des entités. Et ça, ça, je le dis en tant que personne qui a fait des séances de Ouija. Mais ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. La planche de Ouija, pour moi en tout cas, c'est même pas de pas en faire, mais c'est d'avoir conscience que les entités sont derrière ça et de faire ça vraiment avec conscience, en sachant ce qu'il y a derrière. Parce que c'est vraiment les entités. C'est comme on ne va pas explorer un marécage infesté de crocodiles si l'on ne connaît pas le terrain, si l'on n'est pas conscient qu'il y a des crocodiles, sinon on se fait manger. Et la planche de Ouija, c'est pareil. C'est tout sauf un jeu. Et c'est vraiment un objet extrêmement dangereux. Personnellement, j'en déconseille vraiment l'utilisation parce que c'est vraiment très très dangereux, ou alors une utilisation encadrée à des fins de recherche et tout. Mais ce n'est pas un jeu, c'est hyper dangereux. Et ça c'est vraiment quelque chose qui va très loin. C'est un objet qui ouvre des portes.
Par exemple, j'ai le témoignage d'un groupe de personnes qui avaient fait une séance de spiritisme, qui avaient fait donc une séance de planche de Ouija. C'était des gens de bien qui faisaient ça pour se distraire. Et des gens qui avaient, qui étaient pas des jeunes, qui avaient peut-être une quarantaine d'années. Donc ils ont fait la planche de Ouija et une entité s'est présentée. L'entité s'est fait passer pour un esprit décédé, et toutes les personnes ont vraiment cru qu'ils avaient affaire à un esprit de décédé. Et à la fin, l'entité s'est révélée. Elle s'est révélée comme étant un démon. Les personnes qui ont fait la planche de Ouija, tous les couples, parce que c'était des couples, plusieurs couples qui faisaient ça, tous les couples se sont séparés. Des personnes sont tombées malades et sont même mortes suite à cette séance et des conséquences directes de cette séance. Donc ça, c'est typique du syndrome des contactés où les entités vont rendre malades les personnes qu'elles exploitent. Les séparations de couple, c'était typique de ces entités. Et la personne qui était le propriétaire de cette planche de Ouija, ses mains sont devenues comme des mains de crocodile, toute la peau qui tombait et tout ça. Et il a réussi à vraiment se guérir physiquement et psychiquement des années après par diverses séances d'exorcisme et tout ça, en prenant aussi conscience de la présence de ces entités, en faisant un énorme travail sur lui. Mais son couple était terminé, et puis d'autres personnes sont tombées malades et sont mortes. Donc c'est vraiment quelque chose de très très dangereux, et ça ouvre des portes. Et là, pourquoi je parle de ça? Parce que les entités exploitent des âmes décédées, et elles phagocytent, quand elles possèdent, elles phagocytent les âmes des personnes qu'elles possèdent. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et est-ce que tu penses qu'il y a des personnes que par la magie arrivent à détourner justement les âmes d'autres personnes qui sont vivantes, qui sont dans cette dimension? Des magiciens noirs qui prennent les âmes de personnes vivantes. Oui, ça c'est évident. Il y a des techniques de magie noire qui sont liées à ça, où les magiciens noirs vont utiliser des entités pour enlever les âmes de personnes vivantes, et ensuite la personne vivante change totalement. Par exemple, il y avait une personne qui avait été confrontée à un magicien noir qui nous avait expliqué que depuis, elle n'avait plus de sentiments, elle n'avait plus d'émotions, ni rien. Oui, et pour moi, il y a deux scénarios possibles, où c'était un magicien noir qui s'était fait passer pour un thérapeute, je sais plus trop quoi, qui avait utilisé des entités pour prendre l'âme de cette personne par des techniques de magie noire ou de magie du chaos, parce que la magie du chaos peut être utilisée pour prendre des âmes, ou bien cette femme a subi une abduction avec un souvenir écran, et le thérapeute, qui était un magicien noir, était un souvenir écran d'une abduction, parce que parfois les abductions vont faire des souvenirs écrans extrêmement complexes. Il y avait une personne qui avait subi une abduction, qui pensait avoir fait un séjour de 3 jours à l'hôpital pour une intervention, et en fait, elle n'avait aucun souvenir de ce séjour. Donc elle a contacté l'hôpital où elle avait été, qui n'avait plus son dossier, qui n'avait pas son dossier, qui n'avait jamais eu son dossier, et de fil en aiguille, elle s'est rendue compte que c'était un souvenir écran pour une abduction. Lisa O'Hara parle aussi de souvenirs écran extrêmement complexes. Donc, est-ce que tu penses, j'ai une question qui me vient, est-ce que tu penses que les entités, pendant les abductions, peuvent extraire l'âme d'une personne?
écoute, je voulais justement y venir, absolument. Il y a beaucoup d'abductés qui témoignent euh, d'expérimentation avec le corps physique, bien évidemment, mais aussi avec le corps astral et éthérique, où le corps astral est retiré du corps physique, interféré et tout ça, mais aussi d'expérimentation avec l'âme, où l'âme est sortie du corps physique et est placée dans un clone. Donc l'âme serait remplacée finalement. Est-ce que alors, nos âmes peuvent être remplacées par des âmes, par exemple, synthétiques? Alors, je vais parler de cas très précis. Linda Moulton Howe, dans un livre écrit dans les années 90 qui s'appelle Glimpses of Other Realities, parle de cette abductée, Linda Porter, si ma mémoire est bonne, qui a subi une abduction, et lors de cette abduction, son âme a été retirée de son corps et placée dans un clone, et ensuite, l'âme a été placée du clone à nouveau dans son corps. Donc après, elle est revenue de son abduction, où elle avait toujours son âme. Mais Linda Porter parle bien d'expérimentation avec l'âme. Donc c'est quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait. Et c'est un cas qui est très connu, qui a été étudié par Linda Moulton Howe, une ufologue américaine. Après, il y a Donald Marshall aussi qui parle de ces expérimentations des entités non humaines et du CMI avec les âmes. Mais pour moi, il y a des abductés qui subissent des abductions et qui reviennent des personnes différentes. Certains ne reviennent pas parce que les abductions, c'est une exploitation de l'humanité par divers types d'entités. Et le système des abductions, c'est un système pyramidal, extrêmement hiérarchisé, qui a été détaillé par le docteur David Jacobs, avec des grilles à la base de la pyramide, d'autres entités au-delà, des hybrides, et des entités insectoïdes au sommet. Selon d'autres témoignages d'abductés, il y a aussi des entités de type humanoïde qui tirent les ficelles et qui sont des entités extrêmement cruelles. Donc là, on rentre dans la notion de confédération galactique, qui n'est pas du tout ce que l'on pense. La confédération galactique, c'est des entités qui exploitent les humains. C'est connecté, c'est contrôlé, connecté aux djinns, aux démons et aux entités non humaines. Donc, il y a des abductés qui reviennent de leur abduction totalement différents. Et pour moi, ces abductés ont perdu leur âme. Après, le New Age a repris ça et a parlé de la notion de walk-in et tout. Les walk-in, c'est quoi? C'est ou des personnes qui sont possédées par des entités non humaines, ou alors des personnes qui perdent leur âme, qui ont leur âme, qui sont volées par des entités non humaines. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui se disent des walk-in, que c'est pour ça que beaucoup de personnes qui se disent des walk-in changent complètement, commencent à être complètement déshumanisées et tout ça, parce que certaines de ces personnes, et pas toutes, ont perdu leur âme. D'autres sont possédés par des entités, mais qui ne phagocytent pas l'âme. Donc, ils ont à la fois leur personnalité d'origine et l'entité qui les contrôle. Donc, c'est quelque chose qui est absolument terrible. Est-ce que ces personnes se rendent compte, même, je veux dire, est-ce qu'ils ils se rendent compte de quelque chose qui ne va pas, mais ne savent pas oui, bien sûr. expliquer? Il y en a qui se rendent compte, mais quand il y a possession totale, ils ne se rendent compte de rien. Au contraire, ils vont pousser, ils vont faire la propagande de ces entités qui font les abductions et tout ça. Donc, il y a beaucoup d'abductés
d'abductés célèbres, abductés, contactés célèbres qui font la propagande de ces entités. Et quand on regarde leur évolution au fil du temps, on voit qu'ils changent, que leur visage change. On voit que ils ne sont plus avec l'humanité, ils sont carrément avec les entités. Et donc, ça, pour moi, c'est un signe de possession totale, où ils ont consenti à être possédés totalement, ou alors ils sont manipulés par les entités à être possédés totalement. Et du reste, j'ai fait une enquête avec Nagiste de la chaîne Voyageuse des mondes subtils qui confirme cette notion. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très important à comprendre. Tu penses que les entités sans âme, parce que vraiment ça m'intéresse, elles procèdent par étapes et elles procèdent par étapes pour nous posséder, pour nous manipuler et tout ça. Et est-ce qu'elles font pareil avec nos âmes? Est-ce que c'est par le biais de l'abduction qu'elles agissent aussi? Tu vois où je veux en venir? Est-ce qu'elles ont besoin d'un consentement à plusieurs niveaux? Moi, je pense qu'il y a besoin d'un consentement d'une manière ou d'une autre à plusieurs niveaux. Par exemple, elles vont se faire passer pour des décédés. Elles vont aussi lors d'abduction, elles vont dire qu'elles font ça pour le bien de l'humanité, ce qui est totalement faux. Voir le travail de Bud Hopkins, du docteur David Jacobs, pour comprendre ça. Ou bien elles vont manipuler l'esprit de l'abducté pour consentir d'une manière ou d'une autre à être possédé. Heureusement, pas tous les abductés, mais c'est une partie vont être pris par ces entités. Elles agissent vraiment à plusieurs niveaux. Et elles extorquent le consentement. Elles extorquent aussi le consentement par l'intermédiaire des pensées intrusives. Et ça va très très loin. Il y a des abductés qui reviennent des abductions, des personnes totalement différentes, des personnes qui ont perdu leur âme. Heureusement, c'est pas tous, parce que il y a plusieurs types d'abductions et tout, mais ce n'est jamais pour le bien de l'humanité. Les abductions, c'est pour une exploitation de l'humanité, pour le vampirisme, pour vampiriser l'humanité physiquement et psychiquement. Et donc, on est d'accord que si dans cette dimension on ne fait pas un travail sur soi, c'est possible que ces entités phagocytent nos âmes. C'est possible qu'elles phagocytent nos âmes. Beaucoup de channels, et c'est encore plus visible dans le channeling, il y a des channels qui sont en contact avec des entités de la vraie lumière, c'est minoritaire. Dans ce cas-là, c'est des messages très clairs, très nets et très précis qui aident le channel dans l'ici et maintenant. D'autres sont en contact avec des entités de la fausse lumière qui les détruisent à petit feu, d'abord financièrement, ensuite qui détruisent leur famille, ensuite qui détruisent leur santé, avant très souvent de les détruire totalement, de les tuer et de consumer littéralement leur âme. Et ça, c'est très fréquent. C'est ce qui explique que beaucoup de channels sont dans un état absolument terrible. D'autres channels vont comprendre que les entités sont mauvaises à un moment ou à un autre, mais ils vont pactiser avec les entités pour avoir de la gloire et du pouvoir. Donc il y a beaucoup de channels célèbres que je ne citerai pas, c'est leur cas. Et puis d'autres channels, c'est beaucoup plus subtil, vont progressivement consentir, malgré eux, à une possession totale par les entités. Et ils vont finir par perdre totalement leur âme, par être possédés. Est-ce que la connaissance sur les entités sans âme est primordiale
pour toute connaissance spirituelle, pour toute personne qui commence à faire un travail de recherche comme le nôtre. Absolument, absolument. Et le drame, c'est que le sujet est tabou. Et c'est ça le drame, où il y a tout le New Age qui dit que les entités n'existent pas, que tout est beau, tout est rose. Ça c'est vraiment bon, assez triste et tragique. Après, il y a une autre branche du New Age qui va admettre les entités sans âme, mais qui va les banaliser. Oh oui, il y a des entités sans âme, mais elles sont là pour nous faire évoluer. Elles sont pas là pour nous faire évoluer, elles sont là pour détruire, pour phagocyter. Et beaucoup de gens dans ces branches du New Age, et c'est partout dans le monde, vont jouer avec les entités sans âme. Donc, ils vont par exemple montrer aux gens, ils vont faire des invocations, des rituels pour faire apparaître ces entités sans âme, ou au moins faire ressentir ces entités sans âme. Et ça, c'est totalement irresponsable parce que ça ouvre la porte à la possession. Il y a des personnes qui ont eu leur vie détruite parce qu'ils ont été à des stages comme ça. Et ça, c'est vraiment dans le monde entier. Et donc, ces entités, c'est comme des tueurs en série. Elles ne partent pas comme ça. Et ce n'est absolument pas un jeu. Non, ce n'est pas un jeu. Et franchement, je commence à comprendre que les entités sans âme, c'est comme tu dis, que c'est comme des tueurs en série. Une fois qu'elles se fixent, c'est très difficile à s'en sortir. Ce n'est pas impossible, mais c'est très difficile. C'est pour cela que le travail d'information, c'est très, très, très important. C'est vraiment très important. Et c'est pour cela qu'on transmet cette information. Et bien évidemment, c'est à vous de prendre ou de laisser, mais voilà, c'est un fait. C'est un fait. Et j'évoque quelqu'un, bien évidemment, c'est une chercheuse de qualité et de talent qui m'a dit que les entités préfèrent torturer à tuer. Mais voilà où on est. Qu'est-ce que Oui, tu peux en dire? C'est des entités qui sont vampiriques. Et déjà, les anciens, par exemple, il y avait les anciens, ils parlaient de personnes qui étaient abductées par les fées et tout ça. Certaines fées, c'est des humanités parallèles, on ne parle pas de ça c'est plutôt positif. Oui. Mais il y a des fées et tout ça, des êtres de style gnome et tout, qui étaient en fait les termes utilisés par les anciens pour parler d'entités non humaines. Et quand les personnes étaient enlevées par ces entités, ils étaient très souvent torturés et vampirisés par ces entités. Elles prenaient l'énergie vitale. Et c'est ce qui arrive lors des abductions. Donc ce sont des entités qui sont là pour vampiriser notre louche. Selon Roland Perret, c'est une source littéralement de nourriture, et plus qu'une source de nourriture pour ces entités. C'est comme un nectar, comme quelque chose. Donc c'est vraiment quelque chose d'abominable. Et le problème, c'est que le New Age nie totalement ces entités parce que tout est beau, tout est rose. D'autres branches du New Age ne vont pas nier ces entités, mais vont banaliser ces entités. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et derrière ces différentes branches du New Age, il y a l'ombre des entités, carrément. C'est les entités qui tiennent l'opposition aux entités. C'est vraiment une forme d'opposition contrôlée. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. C'est vraiment quelque chose qui est dangereux parce que ce sont des entités qui prennent l'énergie. Ce sont des entités qui prennent les âmes. Ce sont des entités
qui volent les âmes. Il y a beaucoup de... Du reste, on le voit. Quand on regarde, par exemple, des channels célèbres, on voit que quand ils commencent, ce n'est pas les mêmes personnes que 20 ou 30 ans plus tard. On voit qu'ils ont perdu leur humanité. Beaucoup aussi de chercheurs, de chercheurs sur les entités, de médiums, de voyants, qui sont en contact avec ces entités, ils perdent littéralement leur essence, leur humanité. Pourquoi? Parce que ils sont manipulés par ces entités. Et pour la plupart, c'est malgré eux. Et c'est pour cela que il y a énormément de vampirisme de la part de beaucoup de médiums, de beaucoup de personnes dans le New Age et tout, parce qu'ils perdent leur essence, ils sont pris par ces entités. Et puis, ne pas oublier que quand même, voilà, tout le monde est dans ce système pyramidal qui est absolument incroyable et abject. C'est ça qu'il faut toujours se rappeler. On est tous des humains, on n'a pas à être plus que les autres, voilà. Vraiment se rappeler de certaines choses comme ça. Oui, mais le problème, c'est que les entités vont manipuler, par exemple, les channels, certains channels, ou certains médiums en leur disant que ce sont leurs représentants et tout ça. Donc, ils vont se faire passer pour les représentants des entités. Donc, forcément, les gens vont les suivre. En plus, les entités vont leur donner des messages qui plaisent aux gens, qui sont complètement bidons en rapport avec le faux sauveur externe et tout. Mais à cause de cela, va se créer une espèce de vampirisme où ces gens vont vampiriser leur auditoire, prendre leur énergie. Et c'est cela l'exploitation de l'humanité par les entités. C'est via l'alternative, c'est via le New Age. Et Eve Lorgen et James Barclay, du reste, ont beaucoup parlé de ça, notamment. C'est pour cela que le travail de recherche sur les entités sans âme est très important, parce que ça se fixe sur les traumatismes, sur les programmes, sur plein de choses, enfin, sur des failles. Et beaucoup de personnes qui sont justement dans le soin et tout ça vont travailler sur les failles et les autres choses, et c'est pas plus mal, mais ils vont bien travailler sur les entités. Donc ça fait que les entités continuent de tourner, et à la moindre faille, les entités finissent par s'engouffrer. Et ça peut aller très très loin parce qu'elles cherchent vraiment à prendre les âmes. Et beaucoup aussi d'entités vont carrément prendre les âmes en se présentant à la personne littéralement. Et c'est les entités aux yeux noirs. Les entités aux yeux noirs, c'est des entités qui vont frapper aux portes des personnes, et les personnes vont leur dire, et elles vont dire aux personnes, ouvrez-nous, on a besoin de passer un coup de téléphone, ou quelque chose comme ça. Maintenant, c'est plus un coup de téléphone, c'est on a besoin d'aide, on a besoin d'un verre d'eau, on a besoin de manger, on a besoin de quelque chose. Et elles vont montrer, ces entités vont très souvent avoir un aspect normal, et d'un coup, leurs yeux vont devenir totalement noirs. Et si les personnes ont consenti à ces entités, les conséquences peuvent être terribles. Il y a un couple américain qui a consenti à faire rentrer 2 de ces entités aux yeux noirs. Mais ces entités avaient l'aspect humanoïde. Elles avaient un aspect humanoïde. Mais à partir du moment où le couple a consenti et qu'ils se sont rendus compte ensuite que les entités avaient des yeux noirs, ils sont tombés malades et ils sont morts. La dame est décédée
d'un cancer, son mari a eu une attaque. Donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. De même, il y a un jeune garçon aux États-Unis qui est resté seul dans la voiture de sa mère pendant que sa mère faisait les courses. Et quand la mère est revenue, elle était surprise de voir un autre petit garçon à côté de son fils dans la voiture. Donc elle lui a dit, qui c'est ce petit garçon? Et le fils a dit, c'est quelqu'un qui m'a demandé de le faire rentrer. Et là, la mère regarde dans le rétroviseur et elle voit que l'entité a des yeux totalement noirs. Donc elle voit bien que ce n'est pas un humain. Quand elle se retourne, il a disparu. Et même le fils a vu que l'entité a disparu et tout ça. Donc la mère et le fils sont terrorisés. Ils sortent de la voiture, ils se réfugient dans le magasin. Finalement, le mari de la dame vient à sa rescousse et la ramène. Enfin, c'est toute une histoire. Le fils tombe malade et une maladie inexplicable. Personne ne sait ce qu'il a, il dépérit, il a de la fièvre et c'est une chamane amérindienne qui a réussi à le sauver en comprenant que c'était des entités. Et le père qui ensuite avait repris la voiture, puisque c'était la voiture qui était prise tantôt par l'un, tantôt par les autres, a eu un accident de voiture avec cette voiture, heureusement qu'il s'en est sorti. Mais c'est pour voir que ces entités sont là pour détruire ou pour prendre l'âme. En l'occurrence, dans ce cas-là, personne n'a perdu son âme, mais il y a des personnes qui tombent malades ou qui perdent leur âme. Il y a une autre personne qui a fait rentrer ces entités et après que ces entités soient rentrées chez elle, son entourage et ses proches disaient que la personne était différente, qu'elle avait perdu quelque chose. Et il y a des chercheurs spécialistes dans ces entités, comme Nick Redfern et tout ça, qui ont constaté que ces entités sont des vampires psychiques et des entités qui sont des prédatrices d'âmes. Du reste, il y a un terme qui était utilisé par les anciens et qui était utilisé surtout en Asie, du hungry ghost, le fantôme qui a faim. Et le fantôme qui a faim, en fait, c'est pas des fantômes, c'est des entités qui sont prédatrices d'âmes. Et les Asiatiques avaient bien compris cela et ont bien compris cela. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est perdu. Et ces entités peuvent aussi utiliser des décédés pour prendre des âmes. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que notre âme, c'est quelque chose qui est exploité par les entités non humaines. Le travail de Roland Perret montre très bien que cette âme est comme que notre âme est comme un nectar pour ces entités. Et qu'il y a toute une chaîne alimentaire et une sorte de bourse aux âmes où les entités se battent pour le contrôle de nos âmes. C'est ce que disaient du reste les anciens textes religieux, c'est la bataille pour nos âmes. Et c'est vraiment ça. Après, ça a été tronqué, mais dans des religions, dans des enseignements traditionnels, il y a des fonds de vérité. Et un des fonds de vérité, c'est vraiment la bataille pour nos âmes. Il y a des médiums qui parlent de groupes d'entités qui se battent entre eux pour le contrôle de nos âmes. Et ce n'est pas pour notre bien. Plusieurs médiums nous ont parlé de ça. Les hypnothérapeutes également arrivent aux mêmes conclusions. Donc, les traditions, les hypnothérapeutes, les médiums arrivent à ces conclusions. De même, des chercheurs spécialistes en abduction comme Eve Lorgen, James Barclay, Barbara Bartholik
par l'étude de témoignages, arrivent aux mêmes conclusions. D'ailleurs, il y a tous les mythes, toutes les légendes qui parlent des âmes qui sont oui, volées. Oui. Et tout laisse à penser que, contrairement à ce que pensent le New Age et les religions traditionnelles, notre âme n'est pas immortelle. Notre âme peut être au minimum emprisonnée et utilisée par les entités. Au maximum, notre âme peut être littéralement phagocytée par ces entités. Et ça explique les phénomènes de personnes qui perdent leurs âmes, de channels, de contactés, d'abductés qui perdent leurs âmes. Heureusement, ce n'est pas tous, mais il y en a. Ça explique même que l'expression populaire, il a perdu son âme. Tu penses que c'est pareil pour les animaux? Ça peut arriver aux animaux? Est-ce qu'ils ont une âme? Moi, je pense que les animaux ont une âme. Parce que, parfois, quand on les voit, on les observe, il y a moi, je pense que les animaux ont une âme, une essence, et ça c'est évident, beaucoup plus d'âme du reste que beaucoup d'humains, mais ça c'est encore une autre histoire. Mais les animaux ont clairement une âme. Et je pense que le même phénomène arrive aux animaux d'une manière ou d'une autre. Il y a le phagocytage de leur âme. Alors, c'est pas forcément de la même manière qu'avec les humains, mais ça arrive. Et une preuve de ça, c'est le phénomène des mutilations animales, qui est connecté aux abductions, qui est connecté au phénomène des disparitions. Donc, je pense que les entités jouent aussi avec les âmes des animaux. Et non seulement avec les âmes, mais avec les corps éthériques et les corps astraux. Thomas Castello, justement, un survivant de la base de Dulce, qui avait travaillé à la base de Dulce, et après qui en est sorti parce qu'il a vu des choses abominables, des expériences abominables menées par le CMI et des entités non humaines. Il parlait justement de parties animales utilisées par ces entités pour mettre en place des chimères et tout ça. Il parlait d'expérimentation sur les âmes, sur les corps éthériques. Donc si ça se fait sur les humains, ça se fait aussi sur les animaux. Et on peut penser qu'il y a tout un système d'exploitation, de trafic interdimensionnel d'êtres humains, ce qui explique les disparitions mystérieuses. Mais on peut aussi émettre l'hypothèse qu'au-delà de ce trafic physique d'êtres humains qui existe, qui est une réalité absolue, voire un travail de Paulides et tout ça, il y a aussi ce trafic interdimensionnel d'âme. Donc ça, je pense que notre âme, c'est quelque chose qui est exploité par les entités non humaines. Et si ce n'est pas la seule finalité du système de contrôle des entités non humaines, c'est très clairement une des finalités avec ce jeu pervers, parce qu'elle joue aussi avec nous. Et quand on y réfléchit bien, le jeu vampirique des entités sans âme est lié à la production de louche. Donc le louche, ça vient de l'âme quelque part. Donc vraiment, face à ça, là vraiment, ce dont on dispose, c'est les clés. C'est encore une fois, je reprends ce que j'ai dit au début, la première clé, c'est l'information. C'est extrêmement important d'être au courant de la présence de ces entités non humaines. C'est la clé fondamentale. Et la clé, c'est l'information. Malheureusement, il y a un tabou énorme par rapport à la présence de ces entités, qui est pourtant une réalité. Deuxième clé, c'est on est des êtres créateurs. Et les entités court-circuitent nos pouvoirs créateurs pour que l'on crée une réalité qui vibre au niveau de ces entités. Donc il s'agit de se mettre dans un état de joie, de bonheur et d'amour pour créer une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme, déjà au niveau individuel et au niveau collectif. Et pour cela, ça passe par se créer son propre bonheur dans le quotidien. Ça passe aussi par un travail sur soi. Ça passe par transmettre ce bonheur à un maximum de personnes pour qu'individuellement,
et collectivement, on crée une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Moi, je pense que la clé, la solution, ça passe par l'information, ça passe par notre capacité de créer la réalité, et ça passe par des émotions comme la joie, le bonheur et l'amour. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci beaucoup à tous nos auditeurs. Merci de votre soutien. Au revoir, à bientôt.